ensuite, on part sur le problème suivant. On se donne un polynôme unitaire à coefficient dans z, et on regarde le PGCD des P de petit z quand petit z parcourt grand Z. Bon, ça a un sens, d'accord, parce que, on peut toujours trouver un PGCD d'une famille, voilà, c'est un générateur d'un certain idéal. Et maintenant, quel est le rapport avec ce qu'on est en train de faire? Tout simplement que si petit d c'est ce PGCD, pour le polynôme P, P sur D, c'est un polynôme dans Q de X, mais il n'a que des valeurs entières, puisque D divise tous les P de Z. Voilà. Donc, maintenant, ça veut dire que P, c'est un polynôme à valeur entière, c'est comme ça qu'on les a définis. Il se décompose dans la Z base des Hn, d'accord? Et en prenant le coefficient dominant, dans cette Z base, parce que les Hn sont échelonnés, et disons s'il est de degré n, eh ben, on voit tout de suite que D divise factoriel n. Voilà. Et en plus, on peut se dire, oui, donc le PGCD d'un polynôme unitaire divise toujours factoriel n, dans la coefficient dans z, divise toujours factoriel n. Maintenant, réciproquement, est-ce que cette borne factoriel n est atteinte? Ben oui, par le polynôme de Hilbert Hn, ou si vous voulez, x facteur de x moins 1 jusqu'à x moins n plus 1 est un polynôme de degré n. Okay. Il est unitaire, d'accord? Il est à coefficient entier, d'accord? Et le PGCD des coefficients est divisible donc par factoriel n. Mais maintenant, quand on prend notre polynôme et qu'on l'applique en n, on tombe sur factoriel n. Donc le factoriel n divise forcément le PGCD. Voilà. Donc, ce qui fait que ce factoriel est atteint. Mais ce PGCD de toutes les valeurs a maintenant une donnée, une valeur canonique. D'accord? Ça devient une valeur canonique, ça veut dire qu'on a donné un sens canonique à factoriel n. C'est quoi factoriel n? C'est quand on prend un polynôme unitaire de degré n, c'est la borne des PGCD possibles des valeurs d'un polynôme de degré n unitaire sur z. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Alors à partir de là, c'est playtime. On va généraliser de façon mutatis mutandis tous ces résultats dans un cadre. Alors quel est le cadre qu'on se donne? D'abord A, un anneau, évidemment intègre. Ensuite, faut qu'il soit infini. On avait dit que c'était important qu'il soit infini parce qu'il faut qu'il y ait toujours suffisamment d'éléments pour obtenir des résultats grâce au van der Monde. Et puis, il faut aussi qu'il soit principal pour pouvoir généraliser tous ces résultats sur le PGCD. Donc si on avait un PGCD, c'est parce qu'on était ici sur un truc principal. En fait, on se rendait compte qu'il fallait que ce soit principal pour avoir l'existence de cet élément et pouvoir généraliser. Qu'est-ce qu'on va pouvoir généraliser? D'une part, les polynômes de Hilbert, d'accord? Donc on va se donner un anneau qui est infini et principal, et on va déterminer des polynômes de Hilbert, et on va déterminer aussi des factoriels liés à cet anneau où, on verra après, il y a des factoriels particuliers. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant, ça attise la curiosité. Et là, on attaque l'anneau des entiers de Gauss, c'est-à-dire Z de I. Et dans Z de I, bon alors en degré 0, de toute façon, il n'y a jamais rien d'étonnant en degré 0, ni en degré 1, d'accord? Donc on va avoir 1 et x. Et qu'est-ce qui va remplacer le x facteur de x moins 1 sur 2 quand on remplace z par z de i? Et bien ça va être en fait x facteur de x moins 1 et sur 1 plus i. On voit bien que 1 plus i divise 2 et a réussi à s'incruster dans cette histoire. Donc ça, c'était encore un truc intéressant du problème. Bon, je sais que j'avais écrit, j'étais très content, j'avais écrit une petite note sur les polynômes de Hilbert et puis leurs propriétés, mais j'avais jamais vraiment réfléchi à la généralisation qu'on pouvait avoir sur tout anneau, alors que bon,
c'est tout à fait naturel d'y réfléchir, hein. Et en particulier, trouver des polynômes de Hilbert qui marchent bien sur Z de I, hein, d'accord, donc c'est-à-dire des polynômes qui sont un coefficient dans Q de I et qui envoient Z de I dans Z de I. Voilà. Hein, et ça, c'est assez amusant. Et effectivement, si vous prenez x facteur de x moins 1, eh ben, vous pouvez l'évaluer en n'importe quel élément, en n'importe quel entier de Gauss, et vous allez obtenir, c'est-à-dire élément de Z de I, et vous allez obtenir un multiple de 1 plus I. Pas forcément un multiple de 2, ça non, ça ne marche pas, comme si on avait été dans les entiers, mais un multiple de 1 plus I. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'amusant, et puis en plus c'est typique de l'arithmétique, c'est-à-dire que les résultats, au moins les résultats, les méthodes c'est quelque chose, hein, en arithmétique, les méthodes peuvent être très très compliquées, mais les résultats sont accessibles à tous, quoi. Ça c'est assez agréable. Alors, après, c'est la partie 3. Alors, la partie 3, c'est un peu, ça a été un peu pour tout le monde, je pense, terra incognita. Hein. Déjà, c'est beau si on a fait les 4 premiers exercices. On a attaqué un petit peu la partie 1. C'est magnifique si on est allé dans la partie 2. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on faisait dans cette partie-là? Là, on apprenait un peu à customiser nos polynômes de Hilbert et nos factoriels, en quelque sorte. Hein. On a vu que factoriel, il avait un sens qui peut, lui, être généralisé, et les polynômes de Hilbert ont un sens qui peut être aussi généralisé. Alors, comment on fait pour généraliser ça? Bon, là, on partait de Z, et on veut partir d'une partie E de Z, alors c'est ce que vous voulez, hein, une partie finie ou infinie ou quoi. Bon, a priori, vous pouvez la prendre jusqu'à infini si vous voulez. Et vous voulez que cette partie E de Z soit juste L, pas forcément tout Z, à valeur entière. Donc vous voulez les polynômes de Q de X qui envoient cette partie E vers Z. Bon, pourquoi pas? Donc vous regardez ça comme une suite, donc cette partie E, vous l'ordonnez, elle est forcément dénombrable, donc vous l'ordonnez à 0, à 1, à 2, jusqu'à AN. Et en fait, on se rend compte que c'est plus agréable de fixer un nombre premier P, et de travailler dans Z indice P. Alors c'est quoi Z indice P? C'est la partie de Q, hein, où on a inversé tout, donc c'est le plus petit anneau, sous-anneau, hein, de Q, où il existe des inverses des éléments de Z, hein, qui ne sont pas multiples de P. Voilà. Donc ça veut dire qu'on peut inverser, on peut avoir des dénominateurs comme on veut, mais sauf il n'y aura jamais de puissance de P au dénominateur. Voilà, donc ça fait un anneau principal, ce qu'on appelle un anneau local, parce que ce qui est pratique, c'est que dans un tel anneau, la divisibilité va être un ordre total. La divisibilité, ça va se voir, parce qu'il va y avoir un nombre, il se décompose en inversible, fois une puissance positive de P. Voilà. Donc A va diviser B si et seulement si la puissance de P dans A est plus petite que la puissance de P dans B, et comme l'ordre sur N est total, ben vous avez un ordre de divisibilité qui est total. Voilà, donc ça c'est important, et c'est ce qui va faire qu'on va pouvoir ordonner la suite des AI, donc vous étiez donné un ensemble E, hein, que vous voulez envoyer sur Z par des polynômes, et vous donnez A0, A1, A2, vous allez construire AN, vous allez ordonner votre suite de sorte à ce que AN soit minimal pour le nombre AN moins A0, facteur de AN moins A1, jusqu'à AN moins AN-1. Donc parmi tous les éléments de E, une fois que vous avez fixé A0 jusqu'à AN-1, vous voulez AN
dans E qui soit minimal pour ça. Donc vous voyez que ça ressemble, vous allez avoir quelque chose qui va ressembler à un factoriel, et vous allez avoir comme polynôme de Hilbert les produits des x moins ai, i allant de 0 à n-1, divisé par ce produit de an moins ai, i allant de 0 à n-1. Voilà, ça va être ça vos polynômes de Hilbert. Et vous voyez que cette minimalité, vous avez pu avoir voilà, un élément minimal parce que pour la divisibilité, on a un ordre total. Voilà. Donc il va exister forcément cet élément. Alors, les éléments de E vont être dits P ordonnés, c'est-à-dire ordonnés, et on se rappelle que ça dépendait de petit p. Voilà. Donc maintenant, avec une suite P ordonnée dans E, on va pouvoir construire des polynômes de Hilbert généralisés. Donc justement, c'est produit sur ces espèces de factoriels. Et un factoriel généralisé. Donc on va pouvoir customiser nos factoriels et nos polynômes de Hilbert. Sauf que, à partir du moment où on est sur un anneau principal, ce qu'on avait dit tout à l'heure, le factoriel va avoir un sens, une définition canonique qui va faire que, comme on l'a dit avec l'histoire des PGCD, et ça va faire qu'on ne va pas pouvoir vraiment le customiser, il va être canonique, il ne dépend pas de la suite P ordonnée choisie. Alors que le polynôme de Hilbert, lui, dépend de la suite P ordonnée. Les zéros de Hn, ça va être les AI, I de 0 à n-1. Alors, ce qui nous ferait plaisir, c'est si, alors on part toujours d'un ensemble E, on veut regarder dans une partie E de Z, on veut regarder les polynômes de Q de X qui envoient E sur Z, et donc on utilise ces suites P ordonnées pour un nombre P premier. Ce qui nous ferait plaisir, c'est si il y avait une suite qui soit ordonnée pour P premier, quel que soit P premier. Donc là, que ce soit le même ordre, quel que soit P. Bon. Alors ça, bon, le problème n'aborde pas ça dans le cas général, mais on va avoir deux exemples assez marquants. D'abord la suite des carrés. Donc on veut des polynômes de Q de X qui envoient tous les carrés, 1, 4, 9, 16, etc., sur des entiers. Voilà. Alors ces polynômes, ça va être des polynômes encore Hn généralisés. Explicitement, ça va être le produit des x moins k carré pour k allant de 0 à n-1 divisé par le produit de n carré moins k carré, toujours k allant de 0 à n-1. Et bon, c'est assez retors de démontrer que effectivement ça va bien dans Z. Bon, voilà, vous pouvez le vérifier. Après, E peut être aussi égal à la suite. Quelle suite? Alors, dans ce cas-là, les suites P ordonnées, quelle que soit P, c'est la suite naturelle, c'est-à-dire 0 au carré, 1 au carré, 2 au carré, etc. Après, vous avez la suite des puissances d'un entier. Donc, vous prenez Q, un entier, et vous regardez 1, Q, Q carré, Q cube. Donc, vous appelez E toute la suite infinie des puissances de l'entier. Et vous regardez, encore une fois, les polynômes de Q de X qui envoient cet ensemble sur les entiers. Et là, pareil, vous allez avoir ordonné tel que c'est-à-dire 1, Q, Q2, etc. Eh bien, vous allez avoir une suite qui va être ordonnée pour tout nombre premier. C'est pas mal. Et c'est ça qui utilise les grassmanniennes, entre parenthèses, sur un corps fini. C'est assez rigolo. Voilà. Alors après, il y a tout ce qu'on peut imaginer, ce que le problème ne propose pas, parce qu'il ne peut pas tout proposer, mais on peut imaginer des tas de suites. D'abord, tout simplement, qu'il aurait pu proposer des suites arithmétiques,
de Z, des suites géométriques de Z. Bon, déjà les puissances de Q, c'est une suite géométrique, hein, mais pas toutes. Ensuite, ben quoi, des suites à récurrence linéaire un peu plus grandes donc, que les suites arithmético-géométriques. Donc, du coup, on passe à des suites quadratiques, comme la suite de Fibonacci. Hein. Alors là, c'est un peu plus difficile, parce que puisque c'est quadratique, on ne va pas rester dans Z, parce qu'on va devoir résoudre une équation du second degré, et donc il va falloir passer au local, mettre de la topologie, faire du complété. Donc là, ça devient toujours un outillage arithmétique, mais qui sort du cadre de l'agrégatif. Mais on peut parfaitement imaginer, voilà, chercher l'ensemble des polynômes qui envoient tout nombre de Fibonacci sur un entier. Voilà, je suis sûr qu'il y a des gens que ça pourrait passionner. Et puis, évidemment, ça, les gens lui pensaient, envoyer l'ensemble des nombres premiers sur des entiers. Ça c'est magnifique. Voilà. Bon, donc maintenant, on va peut-être passer à ce que je pense dans sa globalité du problème. Avant tout, on va passer au tableau et puis faire l'épreuve de ces petits résultats assez frappants. Il y avait dans le grand 3 des petites questions, grand 3 ou grand 4, je ne sais plus, justement sur la suite des carrés et la suite géométrique des puissances de Q. Donc ces deux exercices qui faisaient partie de la partie terra incognita du problème, on va le résoudre vraiment au tableau, parce que là, comme ça, à le faire avec les mains, ça ne marche pas. Comme dit le proverbe chinois, parler ne fait pas cuire le riz.